Cette vidéo que nous vous proposons avec le docteur Michel Sramolac abordera les modèles de maladie et de santé. Il s'agit d'une vidéo inscrite dans une série de vidéos sur la psychologie de la santé. En effet, pour bien comprendre les modèles de psychologie de la santé, il faut s'intéresser aux modèles concernant les maladies et la santé et comment elles peuvent permettre de mieux comprendre la pratique du médecin au regard des enjeux de la psychologie de la santé. L'objectif de cette vidéo est donc de comprendre les différents modèles concernant la santé et la maladie. Il ne s'agit pas d'un cours de philosophie de la médecine, mais nous allons aborder de manière pratique, concrète, les différentes façons de voir la santé et la maladie en médecine. Nous allons donc tout d'abord aborder les modèles de santé versus maladie, qu'est-ce qui permet de différencier la santé de la maladie, et deuxièmement, de voir les différentes façons d'aborder une maladie, les différentes façons que la science a eu de conceptualiser une maladie pour comprendre ce qu'elle était, et la manière dont elle pouvait évoluer. Voyons tout d'abord les différentes façons de différencier santé et maladie. Nous proposons d'aborder trois conceptions principales, une conception unidimensionnelle, une conception bidimensionnelle et une conception intégrative de la distinction entre santé et maladie. La conception unidimensionnelle considère que la santé et la maladie sont aux deux extrémités d'un même continuum. La santé serait donc l'inverse de la maladie. La santé est alors considérée comme le silence des organes, comme le disaient les riches. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous n'est jamais tout à fait en bonne santé. Nous ressentons un symptôme somatique anormal tous les 4 jours. Nos organes, nos corps ne sont donc pas si silencieux que cela. Pour autant, cette conception unidimensionnelle est assez classique et il est traditionnel de considérer la santé comme l'inverse de la maladie et la maladie comme l'inverse de la santé, comme on peut le représenter sur ce graphe. La deuxième conception de distinction entre la santé et la maladie est la conception bidimensionnelle. Il s'agit de la définition de la santé par l'OMS en 1946. Il postule que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et pas simplement l'absence de maladie ou de handicap. La maladie et la santé ne sont donc plus comme un continuum. La santé n'est pas l'absence de la maladie, mais bien plus un état complet de bien-être physique, mental et social. La santé et la maladie peuvent donc être deux dimensions distinctes et nous pouvons nous sentir en très bonne santé tout en étant malade et en mauvaise santé tout en n'ayant pas de maladie. Cette deuxième conception de la distinction entre santé et maladie, cette conception bidimensionnelle, peut se représenter sur les doubles graphes suivants. D'un côté, la maladie, de l'autre côté, la santé. On peut être plus ou moins malade et plus ou moins en bonne santé. L'enjeu sera donc en psychologie de la santé d'essayer de faire en sorte que les patients qui souffrent d'une maladie chronique, comme par exemple un asthme ou un diabète, se sentent en bonne santé, malgré la nécessité des traitements ou des prises en charge spécifiques qui sont nécessaires pour améliorer le cours évolutif de la maladie. Enfin, la troisième conception permettant d'explorer la distinction entre santé et maladie est la conception intégrative. Il s'agit de la définition de l'OMS de 1984, qui postule que la santé est l'ensemble des ressources sociales, personnelles et physiques permettant à l'individu de réaliser ses aspirations et de satisfaire ses besoins. Il s'agit d'une conception dynamique qui n'oppose plus santé-maladie, il ne s'agit pas d'une modélisation unidimensionnelle, il ne s'agit pas non plus d'un modèle bidimensionnel, qui est assez statique entre deux états, l'état de santé et l'état de maladie, mais d'une conception dynamique qui consiste à explorer comment les sujets peuvent mettre en place l'ensemble des ressources pour satisfaire à ces besoins, suivant notamment la pyramide des motivations et des besoins de Maslow, qui postule qu'on peut satisfaire ces besoins depuis les besoins physiologiques jusqu'au besoin de s'accomplir, en passant par le besoin de sécurité, d'appartenance et d'estime. Il faut noter ici que les processus de transaction que nous avons vus dans la vidéo précédente font partie des ressources que le sujet peut mettre en place pour se sentir en bonne santé. Nous pouvons représenter ce modèle intégratif de la conception différentielle entre santé et maladie par le graphique suivant qui nous montre que entre maladie et santé s'établit un processus dynamique tenant compte des ressources des sujets pour réaliser leurs besoins. Une fois qu'on a vu les différentes modélisations pour différencier santé et maladie, il s'agit de voir désormais les différents modèles de maladie. L'enjeu de ces modèles est particulièrement de prédire le cours évolutif des maladies et le pronostic, et d'ajuster les prises en charge pour essayer d'améliorer le pronostic de ces maladies. Il existe plusieurs modèles explicatifs des maladies. Le modèle biomédical, le modèle biopsychosocial, le modèle interactionniste, le modèle transactionnel et le modèle multifactoriel ou intégratif. Les deux derniers, transactionnel et intégratif, ont déjà été succinctement abordés dans la vidéo précédente et nous les détaillerons plus précisément dans cette présentation. Il s'agit en effet de modèles des maladies pour lesquels l'apport de la psychologie de la santé a été essentiel. Le modèle biomédical est le modèle classique, traditionnel, quand on pense à des modèles permettant d'expliquer une maladie. La maladie, dans ce modèle, est appréhendée au travers des désordres biochimiques, physiologiques, et pour chaque maladie, il existerait une cause biologique appréhendable. Il s'agit d'un modèle utile pour combattre les maladies infectieuses ou les maladies aiguës, et qui a permis de nombreux développements dans ces domaines.
On pense aux vaccins, aux antibiotiques, aux figures de Pasteur ou de Koch. Le problème de ce modèle biomédical est qu'il s'intéresse plus à la maladie qu'à la personne et que les facteurs comportementaux, sociaux sont perçus comme secondaires ou voire même accessoires. Ils participent généralement d'un réductionnisme et d'un dualisme du corps et de l'esprit. Ces modèles sont peu utiles pour la prévention, en particulier des maladies chroniques, et ils favorisent plus le rôle des soignants au détriment de l'implication des soignés et de leur comportement face à la maladie qui, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, joue un rôle majeur pourtant pour la santé. Ce modèle biomédical a permis de grandes avancées en recherche sur les maladies, mais peut se résumer au lien suivant. Il s'agit d'expliquer la maladie par un processus physiologique sous-jacent qui permettrait de prédire au mieux le cours évolutif de la maladie. Le deuxième modèle classique pour expliquer les maladies est le modèle biopsychosocial. La maladie est alors appréhendée comme un ensemble de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Par cette appréhension de l'ensemble de ces facteurs, ce modèle essaie de dépasser le dualisme corps-esprit. Le diagnostic médical et la prescription doivent alors prendre en compte les aspects biologiques, psychologiques et sociaux, à la fois pour la prise en charge et pour mieux comprendre le cours évolutif des maladies. Ce modèle permet de s'orienter vers une santé en général de l'individu dans son environnement. Ce modèle biopsychosocial de la maladie peut se représenter de la manière suivante. La maladie est expliquée pas uniquement par la variable physiologique et le processus physiopathologique sous-jacent, mais également par des variables psychologiques et des variables sociales qui permettent de mieux prédire le cours évolutif de celle-ci. Le troisième modèle explicatif des maladies est le modèle interactionniste. Il postule que ce sont les interactions sur certaines variables de l'individu et du contexte dans lequel il évolue qui peuvent être pathogènes ou salutogènes. Dans ce modèle, il ne s'agit pas simplement de l'association des variables biologiques, psychologiques et sociales qui permet de mieux prédire le cours évolutif des maladies, mais des patterns d'interaction entre certaines caractéristiques de ces variables qui permet de prédire au mieux le pronostic des maladies. On peut penser par exemple à l'exposition à un facteur de stress psychologique sur un terrain génétique particulier dans un contexte social particulier qui aura un impact sur la santé, et ce même facteur de stress n'aurait pas cet impact dans un contexte génétique et social différent. Voyons désormais les modèles qui ont bénéficié des apports de la psychologie de la santé. Il s'agit tout d'abord du modèle transactionnel, développé par Lazarus et Folkman en 1984. Il postule que les transactions, c'est-à-dire les efforts cognitifs, émotionnels, comportementaux que le sujet essaye de mettre en place pour contrôler la situation, peut jouer un rôle facilitateur entre les antécédents et la survenue d'un état de santé ou d'une maladie. Ce modèle peut être représenté de la manière suivante. À partir du modèle interactionniste, le sujet, entre les variables physiologiques, psychologiques et sociales et le cours évolutif de la maladie, va mettre en place des processus cognitifs, émotionnels, comportementaux qui vont jouer un rôle modulateur de ces variables physiologiques, psychologiques et sociales sur la maladie. Il s'agit des processus de transaction. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les processus de transaction sont basés sur deux étapes. Une étape d'évaluation primaire et secondaire qui permet de percevoir et évaluer la situation stressante, et une étape de stratégie d'ajustement ou de coping qui permet de mettre en place des stratégies afin d'ajuster le comportement et permettre un impact sur le pronostic en termes de santé et de maladie. Ainsi, le modèle transactionnel permet de constater que les états de santé et de maladie ne sont pas des phénomènes statiques, mais plutôt des processus dynamiques. Ces processus peuvent être décomposés en séquences temporelles dans lesquelles les états de santé résultent de l'interaction entre des facteurs environnementaux et des facteurs psychosociaux, facteurs qu'on peut résumer en termes de biopsychosociaux, mais également de transactions entre l'individu et le contexte. Le modèle intégratif consiste à repartir du modèle transactionnel mais en y rajoutant l'influence plus directe de facteurs individuels ou sociaux sur l'état de santé qui ne sont très peu modulés par les transactions des sujets. Ce modèle intégratif peut être représenté de la manière suivante. On voit ici en rouge l'interaction des variables qui peuvent avoir un impact sur le cours évolutif de la maladie. Le modèle transactionnel rajoute le sujet et l'entièreté des efforts cognitifs, émotionnels, comportementaux qu'il positionne entre ces variables et la maladie. Il s'agit des transactions. Mais le modèle intégratif n'ignore pas qu'en fait, des variables psychologiques, sociales, physiologiques peuvent influencer directement la maladie, quels que soient les efforts transactionnels que le sujet peut mettre en place entre ces variables et le cours évolutif de la maladie et l'impact sur sa santé. Alors, quelles sont ces variables qui peuvent avoir un impact direct sur le cours évolutif des maladies et l'état de santé d'une population ou d'un sujet? Il s'agit premièrement de facteurs environnementaux. On sait que le facteur environnemental le plus important est la pauvreté, qui est le principal déterminant des états de santé d'une population. La pauvreté peut avoir des définitions variables, mais notamment avoir des ressources insuffisantes pour se nourrir de façon adéquate et subvenir à ses besoins. Une grande partie de la population est en situation de pauvreté au niveau mondial. Il s'agit de la cause majeure de morbidité et de mortalité dans le monde, souvent oubliée par les médecins.
On distingue ensuite des facteurs environnementaux globaux ou proximaux. Dans les facteurs environnementaux globaux, il y a le niveau socio-économique. Pas uniquement la pauvreté, mais le niveau socio-économique est également un facteur prédictif important de l'état de santé d'une population ou d'un groupe de cette population. En effet, malgré les progrès de la médecine, les inégalités en état de santé augmentent et les différences de niveau socio-économique en est la raison principale. Parmi les facteurs environnementaux globaux, le fait d'appartenir à une minorité ethnique est également un facteur important d'augmentation de la morbidité et de la mortalité, là aussi pour plusieurs raisons, liées à un accès aux soins plus difficile, à un accès à l'information réduite, à une adaptation limitée des systèmes de santé aux besoins et au stress chronique que représente le positionnement comme minorité ethnique dans un pays. Enfin, il existe des facteurs environnementaux proximaux, et on distingue parmi ceux-ci le fait d'appartenir à une communauté, par exemple une communauté où il y a une forte densité de logements qui peut entraîner du bruit, la famille avec la qualité affective des relations parents-enfants, le climat familial, les relations sociales, surtout important chez les personnes âgées, et le milieu de travail avec la surcharge de travail, le travail contraignant ou avec une faible autonomie. En résumé, l'ensemble de ces facteurs environnementaux, pauvreté, niveau socio-économique, minorité ethnique et ces facteurs proximaux doivent être pris en compte dans les systèmes de santé et par les médecins pour essayer d'améliorer la prise en charge des maladies chroniques et optimiser la prévention. Il s'agit là de facteurs importants qui ont été intégrés dans le modèle de la maladie par la psychologie de la santé afin d'optimiser les stratégies de prévention et de prise en charge. Les points à retenir peuvent être résumés sur le modèle intégratif suivant de la maladie, modèle multifactoriel en psychologie de la santé qui a été créé par Bruchon-Schweitzer. Nous avons rajouté un code couleur pour bien différencier les variables biologiques en vert, les variables psychologiques en jaune, les variables environnementales en orange et les variables transactionnelles, ce que le sujet fait, en violet. Nous avons dans cette vidéo insisté sur les facteurs environnementaux. Dans la vidéo précédente, nous avions vu quelques exemples de facteurs psychologiques, en particulier concernant l'anxiété trait et le stress perçu, et le contrôle perçu et le lieu de contrôle. Par ailleurs, il est intéressant de noter sur ce graphique la place importante des systèmes physiologiques, en particulier neurologiques, endocriniens et immunitaires, qui jouent un rôle central sur l'état de santé et le pronostic évolutif des maladies. Pour aller plus loin, vous pouvez vous référencer bien sûr au livre de Bruchon-Schweitzer, Psychologie de la santé, complet et très didactique. Vous pouvez également lire Le fondement de la psychologie de la santé, petit livre très synthétique, 2 fiches, qui permet d'explorer l'ensemble des concepts en psychologie de la santé. Enfin, le manuel de sciences humaines en médecine permettra d'aborder certes les concepts de la psychologie de la santé, mais également ceux de la relation médecin-malade qui sera abordé dans la prochaine vidéo par le docteur Michel Sramolach. Je vous remercie pour votre attention.